Qui a gagné à la fin de Star Wars? Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui a gagné à la fin de Star Wars? Voilà une question qui paraît simple au premier abord, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça finalement. Si je voulais vous répondre, je commencerai par vous dire que ça dépend. Ça dépend de quand vous décidez que la fin a lieu, à quel moment on décide d'inscrire le point final de l'histoire. Et dans ce cas, on pourrait se dire qu'à la fin du Retour du Jedi, ou soyons fous de l'ascension de Skywalker, la victoire des héros est acquise. Et pourtant, vous ne pourriez pas avoir plus faux. En effet, sans même aborder d'emblée le cas des univers étendus et le fait que Star Wars soit un univers en perpétuelle expansion, à la fin de ces deux opus de conclusion, une bataille, une guerre a certes pu être remportée, mais le plus dur reste encore à venir, car le champ de bataille militaire c'est une chose, mais ce qui s'ensuit en est forcément une autre. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, en abordant ici le Legends et éventuellement le canon une autre fois si le format vous plaît, pour observer comment les héros de guerre de la rébellion ont dû agir pour devenir des personnalités politiques de premier plan, capables de répondre aux attentes de la population galactique en temps de paix. Car non, à la fin du Retour du Jedi, l'Alliance a certes fait un bond de géant, mais ce n'est qu'un petit pas vers l'ultime victoire. Dans le Legends et directement après la bataille d'Endor, la leader principale de l'Alliance, Mon Mothma, déclare la fin de l'Alliance rebelle en tant qu'entité, puisque celle-ci devient pendant quelques semaines à peine l'Alliance des planètes libres, suite aux incidents ayant eu lieu sur Bakura, où les rebelles ont su contenir la menace représentée par les Sirouk en s'associant de façon assez curieuse avec leurs ennemis impériaux pour obtenir la victoire. Quoi qu'il en soit, une première conférence des peuples libres peut être organisée, car l'aspect militaire est une chose dans laquelle l'Alliance a pu faire ses preuves, mais quant à la chose politique, de nombreux points doivent encore être réglés. De nombreuses questions peuvent donc y être débattues, et les participants se mettent rapidement d'accord sur un point essentiel. Il convient de former le plus rapidement possible une nouvelle entité politique, la Nouvelle République. Une déclaration officielle signée par les 8 membres fondateurs de l'Alliance, à savoir Chandrila, Alderaan, Kotlis, Mon Calamari, Sullust, Elom, Kashyyyk et Corellia, est ensuite publiée, afin de présenter au grand public la transformation de l'Alliance rebelle militaire en une organisation désormais prête à gouverner, en mettant en avant des idéaux de paix, de justice et surtout de liberté et de démocratie. La Nouvelle République est d'abord régie par un conseil provisoire, composé majoritairement des signataires les plus importants, et dans les premières années de leur gouvernance, Mon Mothma est toujours réélue à leur tête comme chancelière. Le nouveau Sénat, quant à lui, s'installe d'abord sur Yavin 4 dans l'un des anciens temples Massassi, mais il reste mouvant, jusqu'à la reconquête finale de Coruscant, 2 ans après la bataille d'Endor. Cette reconquête marque véritablement l'aboutissement de la croisade menée par Mon Mothma, et à travers elle, la Nouvelle République peut véritablement s'imposer comme nouvel office gouvernemental majeur dans la galaxie. Les impériaux, quant à eux, se livrent de nombreuses guerres intestines, chacun refusant de prêter allégeance aux autres. À partir de là, nous pourrions forcément nous dire que l'Alliance a gagné, et je serais plutôt d'accord avec vous. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années qui suivent et au fil des nouvelles œuvres supervisées de près ou de loin par George Lucas, l'Empire, ainsi que de nombreuses autres menaces, vont venir poser de nombreux problèmes à la Nouvelle République, ce qui va même parfois la forcer à quitter Coruscant, comme lors du triste retour de l'Empereur, autour de l'an 10 après la bataille de Yavin. Finalement, une paix peut officiellement être signée entre les républicains et les impériaux en l'an 19 après Yavin, lorsque le grand amiral Pellaeon et le chancelier Gavrizom se mettent d'accord sur un certain nombre de termes qui permettent à la galaxie d'enfin entrer dans une période de paix. Dès lors, si l'Empire survit, et même s'il est loin d'être aussi machiavélique que lorsque Palpatine était à sa tête, on pourrait croire que Star Wars se termine sur une sorte de match nul. Mais n'oublions pas quand même qu'à ce moment-là, le territoire impérial est assez ridicule en comparaison avec ce qu'il avait pu être 20 ans plus tôt. Mais une fois encore,
l'histoire ne s'arrête pas là. 5 ans plus tard, la galaxie et l'ensemble de sa population sont balayés par la terrible invasion d'une espèce extra-galactique particulièrement violente, les Yuuzhan Vong. Et ceux-ci n'ont qu'une seule idée en tête, s'approprier ce gigantesque territoire désormais à leur merci. Et en moins de 3 ans seulement, les envahisseurs s'emparent de Coruscant, qu'ils commencent même à terraformer pour en faire un monde à leur image. Autant dire qu'à ce moment-là, nos héros sont plus que jamais proches de la disparition pure et simple. Sans compter que nombre d'entre eux ont d'ores et déjà disparu. Mon Mothma est certes décédé de causes naturelles, mais Chewbacca, quant à lui, s'est déjà sacrifié pour honorer sa dette de vie vis-à-vis de son copilote de toujours et de ses enfants. Replié sur Mon Calamari, la Nouvelle République se retrouve dans une situation particulièrement périlleuse. Et via l'intervention des héros en faveur d'un certain sénateur dénommé Cal Omas, ceux-ci créent une nouvelle entité, l'Alliance Galactique. Celle-ci se distingue de sa prédécesseur en adoptant un nouveau statut qui permet à plus de monde de la rejoindre. Mais avant tout, Omas avait pu se rendre compte que les luttes politiques intestines avaient été à la source de la majorité des défaites républicaines lors du conflit. Pour y faire face, la nouvelle alliance devrait donc être dirigée autrement. Comme nous l'avons dit, d'autres mondes sont ainsi invités à les rejoindre, à commencer par l'amas de Apes, pourtant réputé pour son indépendance, mais également les vestiges de l'Empire, toujours conduits par le suprême commandeur Pellaeon. Mais c'est également le cas de l'ascendance Chiss. Fort de ce renouveau et de ces associations, l'Alliance Galactique reprend du poil de la bête, et les envahisseurs peuvent être vaincus en l'an 29 après la bataille de Yavin. Mais après un tel conflit, le plus difficile serait maintenant de rebâtir la galaxie, car nombreux étaient les mondes à avoir été ravagés par la guerre. Et un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, de nouvelles tensions se font ressentir lorsque des systèmes comme Corellia commencent à se sentir lésés, voire même oppressés par l'Alliance. Une guerre civile éclate et tous nos héros doivent donc prendre parti. C'est donc un véritable déchirement entre les familles que nous avons appris à connaître, où frères et sœurs, oncles ou neveux se retrouvent à combattre dans des camps différents. Mais la particularité de ce conflit, c'est qu'il n'y a pas de camp du bien contre celui du mal. Aux prémices de celui-ci, les mondes sécessionnistes peuvent être perçus comme étant problématiques, leur défection reposant plutôt sur des principes assez égoïstes. Cependant, au fil de la guerre, l'Alliance va prendre l'allure d'un véritable régime dictatorial, régi par des coups d'État qui mettent à sa tête une militaire opportuniste ou bien un nouveau Seigneur Sith, ou plutôt un ancien Jedi ayant basculé du côté obscur et pour qui la fin justifie toujours les moyens. Heureusement et assez étonnamment grâce à l'assistance apportée par l'Empire de Pellaeon, une issue pacifique au conflit peut être trouvée, et en raison de leur soutien militaire, le rôle de l'Empire serait logiquement réévalué à l'issue du conflit, au point où une ancienne amirale de l'Empire de Palpatine, Natassi Daala, se voit confier le poste de chef d'État de l'Alliance Galactique. L'Empire, quant à lui, est désormais mené d'une main de fer par un certain Jagged Fell, qui se révèle également être un immense ami des Jedi, celui-ci entretenant même une relation amoureuse avec Jaina Solo, la fille de Han et de Leia. Comme vous aurez pu le constater avec le temps qui passe et suite aux nombreuses crises qui bouleversent la galaxie, le pouvoir est de plus en plus centralisé, au point de retomber de façon légale et volontaire entre les mains d'une impériale, et pire encore, puisque celle-ci est avant toute chose une farouche adversaire des Jedi. Elle commence donc par bannir Luke Skywalker, estimant qu'il est l'unique responsable du basculement de son neveu et qu'il a l'interdiction formelle de remettre le pied sur Coruscant tant qu'il n'aura pas su comprendre les raisons qui ont poussé Jacen à agir ainsi. Profitant de l'absence du grand maître Jedi, elle exerce une énorme pression constante sur le temple et sur tout le reste de l'ordre encore sur place. On en arrive donc à un point où le plus fidèle allié des Jedi n'est plus l'Alliance, conduit par l'une de leurs ennemies, mais bien l'Empire, qui est dirigé par l'un de leurs amis. Par la suite, la galaxie va de nouveau être bousculée par une vague de terreur créée par la terrible Abeloth,
qui va à son tour tenter d'imposer son règne à la population. Heureusement, celle-ci sera anéantie par l'effort conjugué du grand maître Jedi et d'un étrange seigneur Sith. Preuve là encore que la situation se complexifie drastiquement et que les frontières entre anciens ennemis et amis sont extrêmement mouvantes. Dans le même temps, un nouveau coup d'État vient renverser Daala et un triumvirat est mis en place. À sa tête, on retrouve un sénateur de l'Alliance ainsi qu'un haut gradé militaire, accompagné par Sabba Sébatine, l'une des plus proches alliées de Luke Skywalker, qui fait quasiment office de numéro 2 au sein de l'Ordre. Après cela, la galaxie entre enfin dans une longue et prospère période de paix. Les vestiges de l'Empire sous l'impulsion de la dynastie des Fel reprend de sa vigueur, et leur politique de victoire sans guerre convainc de nombreux mondes de rejoindre leur camp. Nous n'avons donc plus du tout affaire au même régime que sous le règne de Dark Sidious. Cependant, lorsqu'une nouvelle guerre civile éclate suite à la réapparition des Sith, l'ordre des choses bascule complètement. L'Alliance est presque intégralement détruite à l'exception d'une flotte militaire qui maintient un semblant de pouvoir dans quelques zones éparses de la galaxie, et l'Empire des Fel est lui-même divisé en deux camps, celui fidèle au nouvel empereur Sith, Dark Krayt, et l'autre toujours loyal à l'empereur légitime Rohan Fel. Mais lorsque ce dernier bascule du côté obscur à son tour, en étant persuadé d'avoir la bonne solution pour résoudre leurs problèmes posés par la guerre, peu importe le nombre de victimes que cela pourrait faire, il est tué dans un duel par l'un de ses gardes, le chevalier impérial Antares Draco, dont le code d'honneur l'obligeait à se mettre en travers du chemin de son seigneur s'il s'avérait que celui-ci n'était plus en mesure de prendre des décisions rationnelles. Suite à cet énième conflit, un triumvirat est de nouveau constitué et il est désormais composé de la représentante de l'Empire, l'héritière de Rohan Fel, l'impératrice Marrazia, de l'amiral de l'Alliance Gar Stasi et du maître Jedi Kakruk. Cette composition hétéroclite permet d'apporter un semblant d'équilibre dans la lutte des pouvoirs qui se joue. Mais qui sait pour combien de temps encore cette paix relative allait pouvoir durer. Au final, on pourrait presque dire que le tout n'est pas une question de régime politique, mais plutôt une question de personne. On ne remet pas vraiment le pouvoir en question dans Star Wars et dans ses suites, mais plutôt le comportement et les actes de ceux qui portent la couronne. Sont-ils des bonnes ou des mauvaises personnes? Cet état de fait peut, à nous aussi, lecteurs ou spectateurs, nous faire poser des questions sur le pouvoir dans notre monde à nous. Sur quel est le meilleur régime? Sur la dictature, sur la démocratie, sur les limites, les avantages et les inconvénients de chacun de ces systèmes. Bien sûr, Star Wars et son univers étendu ne nous présentent qu'une ébauche simplifiée du questionnement extrêmement intéressant et passionnant qui peut s'offrir à nous. Et bien qu'on pourrait être tenté de croire qu'à son terme, Star Wars met en avant une sorte de retour inévitable vers la bonne dictature, j'aurais plutôt tendance à dire que l'exemple à retenir est plutôt celui des qualités qu'on peut retrouver chez chacun des dirigeants qui ont su œuvrer pour le bien commun. L'altruisme, l'humilité, le courage, la loyauté, etc., etc. Et pour terminer, il faut également rappeler que ce Star Wars s'est arrêté définitivement suite au rachat par Disney, et que son point final n'en est pas vraiment un. Il est tout au plus des points de suspension permettant à chacun de s'imaginer sa propre suite aux événements présentés dans les comics Legacy. Sur ce, j'espère que tout cela vous aura plu. Si vous appréciez mon travail et que vous désirez m'encourager, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou bien en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube. Merci à tous ceux qui rejoindront notre fidèle équipage. Bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles histoires dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.